Et après, voilà, vous en ferez ce que vous voulez, mais voilà, ça peut germer. Alors peut-être avant que je démarre ma conf, peut-être que je vais faire un jeu que je fais assez souvent, mais que j'aime bien faire. Ça permet de rentrer dans le vif du sujet. Un petit jeu qu'on peut faire ensemble, c'est de se croiser les bras. Oui, croiser les bras. Voilà. Alors regardez de quel côté sont vos doigts. Est-ce que c'est à droite ou à gauche? Voilà, ok, vous avez bien enregistré, donc vous pouvez vous relâcher. Allez, on se recroise les bras. Hop. Est-ce que c'est du même côté? Alors voilà, il y a toujours quelques exceptions, mais en général, c'est du même côté. Voilà, vous pouvez vous relâcher. Et maintenant, on va se croiser les bras de l'autre côté. Alors pour certains, c'est lié. Et puis pour... voilà, en général, c'est... Voilà. C'est bon, tout le monde y est arrivé? Ok, alors, donc vous pouvez vous relâcher. Donc pourquoi je vous ai fait faire ce petit jeu-là? Pour deux choses, deux messages. Premier message, ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. On fait beaucoup de choses de façon réflexe, sans réfléchir, et c'est ça qui nous met dans le pétrin. En fait, on ne sait plus pourquoi on les fait. Deuxième message, on peut changer. On peut changer, mais ça demande un peu de temps et un peu d'effort. Voilà, juste ça. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on vous a dit juste avant, on va essayer de dérailler ensemble. Voilà. En fait, on va se croiser les bras de l'autre côté. Alors, je démarre avec une petite image. Je me suis amusé à aller voir sur un moteur de recherche le mot progrès. Quand vous tapez le mot progrès, vous tombez sur ce genre d'iconographie, que des flèches qui montent, quoi. Donc en fait, le progrès, jusqu'à présent, ça s'est limité, enfin, en tout cas notre perception du progrès, notre vision du progrès, ça s'est limité à des incréments de performance. On a augmenté la performance. Le progrès de l'humanité, quasiment depuis le néolithique, depuis l'invention de l'agriculture, de la domestication, c'est augmenter l'efficacité, l'efficience des procédés, des organisations. Et donc, il faut que je définisse la performance pour qu'on soit bien clair. Voilà. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Le progrès de l'humanité, jusqu'à présent, ça a surtout été ça, augmenter la performance. Et c'est quelque chose qui est vraiment très ancré. On a beaucoup de mal à critiquer l'efficacité, par exemple. On est d'accord. Bon, alors, du coup, c'est ce qu'on va faire ce soir, évidemment. Alors, si vous regardez bien autour de vous, en fait, tout est soumis à l'injonction de performance. Et je dis bien injonction de performance, parce que c'est un choix, c'est un choix. Voilà, là j'ai mis le numérique, l'électronique, la performance à tous les tournants. Une ville, c'est optimisé, la campagne, elle est optimisée, l'agriculture, elle est optimisée. Donc en fait, les incréments de performance, l'augmentation de la performance, c'est vraiment quelque chose qui définit notre époque, et jusqu'à être quelque chose qui est pris dans les films de science-fiction. Alors je prends l'exemple de Black Mirror, là, mais c'est pas de la science-fiction, c'est le mot de Baudrillard, la science-fiction n'existe pas. Parce que la science-fiction, en fait, c'est quand on fait de la science-fiction, là vous voyez, c'est les notes dans Black Mirror. C'est vrai que peut-être que vous ne connaissez pas forcément ça. Dans Black Mirror, là, c'est cet épisode où on note les gens, et puis ça se termine mal évidemment, mais voilà, donc là, il reçoit une note parce qu'il donne un coup de je sais pas quoi. Voilà, l'optimisation, la performance, c'est à fond dans le numérique. Et donc pourquoi la science-fiction ça n'existe pas? Parce qu'en fait, quand on commence à penser à de la fiction, en fait on le voit déjà au présent. Si je vous le dis différemment, les phrases prophétiques, on les dit trop tard. En général, on est déjà dedans. Voilà. Donc ça, c'est le monde de la performance, le monde de l'optimisation, le monde du contrôle, on est là-dedans. Alors pourquoi ça c'est pas c'était une bonne idée, finalement, de tout optimiser? Peut-être que c'est une bonne idée de performer comme ça en permanence. Alors il y a plusieurs critiques qu'on peut faire, mais je voudrais surtout en souligner une. C'est cette fameuse loi de Goodhart. La loi de Goodhart, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc ça veut dire que chaque fois que vous mettez un indicateur de performance sur quelque chose, ça va devenir toxique. Toujours. Donc là, j'ai pris l'exemple des Jeux Olympiques. Là, c'est un artiste qui a revisité les anneaux olympiques en format pharmacologique, si vous voulez. Parce que, évidemment, quand vous êtes un sportif de compétition, si vous voulez vraiment atteindre la meilleure performance,
ben peut-être que vous allez vous doper. Et donc là, vous voyez ce qui se passe, c'est que vous êtes un sportif de compétition, votre outil de travail, c'est votre corps, et vous allez vous intoxiquer pour performer. Voilà, donc ça n'a aucun sens. Alors donc c'est pareil dans l'éducation, ça c'est les notes qui font qu'on fait du pachotage et on n'apprend plus rien. C'est vrai en politique, c'est vrai en économie, les KPI, les Key Performance Indicators, s'ils sont uniquement fondés sur la finance, sur les aspects financiers, ça va être toxique pour tout le reste. Donc la loi de Goddard, elle est vraiment prévalente. Donc dès que vous voyez un indicateur de performance quelque part, il faut vous dire, ah, là, ça y est, ça va être toxique. Et on peut aussi, je peux le dire différemment, c'est pas la loi de Goddard, mais ça tient en deux mots, optimiser, fragilise. Optimiser, fragilise. Quand vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. Et ça veut bien dire quand même que la performance, ça marche pas très bien quand même, parce qu'en fait, c'est en train de nous rendre plus vulnérables. Alors en fait, c'est l'autre flèche du progrès. C'est que la flèche du progrès qu'on voit, c'est celle de la performance économique, de la performance financière, du développement, si vous voulez, mais il y a d'autres flèches. La flèche qui est en parallèle, c'est la flèche du burn-out, quoi. On est en train de vivre l'épidémie, la vraie épidémie, c'est l'épidémie de burn-out des humains et des écosystèmes. Ça, c'est le prix de notre performance. Nous sommes tellement performants que ça devient vraiment contre-productif. Donc ça, c'est pour les humains, sur notre addiction à la performance, ça donne ça. Mais évidemment, le sujet central, c'est que notre performance a un impact sur notre habitat planétaire. Et aujourd'hui, ça menace la viabilité de l'humanité sur Terre. Il faut quand même y aller. On a tellement augmenté les performances, on a tellement dégradé notre environnement à cause de ça, que maintenant, ça menace la viabilité de l'humanité sur Terre. Donc là, je vous ai mis les trois grands sujets, crise climatique, effondrement de la biodiversité et pollution globale. Donc peut-être juste pour fixer les idées. Crise climatique, en 2023, la surface des océans s'est réchauffée 10 fois plus vite que les années précédentes. Donc ça veut dire que l'accélération s'accélère. Ça c'est le climat, avec les tempêtes qui vont avec. L'effondrement de la biodiversité, en 30 ans, en Europe, on a perdu 80% des insectes en masse. C'est vraiment d'une violence incroyable, même d'un point de vue géologique. Et puis les pollutions globales, vous savez, ça, par exemple, c'est le fait qu'il n'y a plus d'eau sans plastique sur Terre. Donc aujourd'hui, tous les animaux sur Terre ont des nanoplastiques dans le sang, y compris en Antarctique ou en Amazonie. Ça, c'est le produit de notre performance. Alors, c'est pas la peine de faire la liste à l'après-vert du constat et tout ça, parce qu'en fait, il y a un seul mot à retenir de tous ces rapports scientifiques sur l'état de notre environnement, que ce soit la crise climatique, les pollutions, etc. C'est le mot fluctuant. En fait, nous rentrons dans un monde fluctuant. C'est ce que dit le GIEC, l'IPBES, la CIA, l'OCDE, le Forum économique mondial. La révolution du XXIe siècle, c'est que notre performance rend notre monde plus fluctuant, plus turbulent, sur le plan climatique, écologique, sur le plan économique, géopolitique, social. Enfin, en fait, on est dedans. Les méga-feux, les méga-inondations, en Belgique notamment, là, les crises géopolitiques, les crises sociales, etc. Donc, du coup, c'est ça, la première question à se poser. Donc, la première question à se poser, c'est celle-là. Comment habiter un monde fluctuant ? C'est pas la peine de vous encombrer la tête avec des tonnes de CO2, c'est la première question. C'est le primat des questions à se poser. Comment habiter un monde fluctuant ? Alors là, vous voyez, sur cette photo, il y a quand même le photographe a mis le focus là où il fallait. Il y a des animaux qui arrivent très bien à vivre dans le monde fluctuant. Et les canards, là, ils n'ont aucun problème avec cette inondation. Donc du coup, c'est un peu la boutade, mais c'est dans un monde fluctuant, en fait, si c'est vraiment ça notre question. Notre première question, c'est comment habiter un monde fluctuant ? Eh bien, il faut se faire aider. Qui sont les professionnels du monde fluctuant ? C'est les êtres vivants. Ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Donc en fait, il y a des recettes, ils ont des solutions, les êtres vivants, pour vivre dans un monde fluctuant. Si on est sérieux, si c'est ça que nous disent les scientifiques, que le monde va devenir fluctuant, il faut écouter les solutions de ceux qui savent gérer les fluctuations. Alors, les êtres vivants, qu'est-ce qu'ils font ? Les êtres vivants, ils font des choses assez étonnantes. Donc là, je vous montre une baleine. Une baleine, c'est un mammifère. Un mammifère, c'est donc un être vivant qui a des poumons et qui a besoin de respirer de l'air atmosphérique. Alors, les baleines, ça ne vous a pas échappé, ça vit dans les océans. Donc là, vous voyez l'incohérence.
c'est qu'en fait une baleine, elle doit périodiquement aller à la surface de l'océan pour respirer l'air atmosphérique. Alors, c'est quand même très mal foutu cette affaire-là quand même. Hein. Ouais, ce que je dis souvent, c'est imaginez l'inverse. Si nous étions des poissons, il faudrait qu'à peu près toutes les minutes, on mette la tête dans un verre d'eau pour faire respirer nos branchies, quoi. C'est ça qui se passe. C'est ce que font les baleines, hein, quand même. Hein. Donc oui, c'est pas du tout, ça perd des très performants, cette histoire-là. Hein. Pourtant, les baleines, elles sont là depuis des millions d'années aussi. Hein. Donc en fait, ça marche quand même pas si mal, quoi. Ouais, ça marche pas si mal. Ça perd des très très performants, quoi. Alors c'est peut-être notre vision du vivant qu'il faut changer. C'est qu'en fait on a plaqué sur le vivant des tas d'idées de performance, de dire que le vivant il est économe, il optimise, il est performant, il est efficace, tout ça. Est-ce que c'est vrai ça? Quand vous regardez la baleine, non, c'est pas vrai. Hein. La baleine c'est pas performant, hein, clairement. Hein. Le design est complètement foireux, hein, pour le dire clairement. Alors du coup, peut-être qu'il faut relire un petit peu les textes. Alors, Darwin, par exemple, quand on lit Darwin, donc sa théorie de l'évolution, hein, l'origine des espèces, c'est publié en 1859. On résume souvent Darwin en disant c'est la survie des plus adaptés. C'est la survie du plus fort. En gros, Darwin, on l'a compris comme un hymne à la compétition. Alors, je vous encourage vraiment à lire Darwin, l'origine des espèces, et vous allez voir que Darwin, dans ce texte, il est obnubilé par les organes rudimentaires. C'est-à-dire ce qui sert à rien. Chez les humains, hein, c'est le dernier orteil, c'est les dents de sagesse, c'est l'appendice dans l'intestin. On a des tas de trucs qui servent à rien dans notre corps. La crosse aortique aussi, un truc très très mal foutu, hein, qui renvoie le sang en haut, puis après qui tourne autour du cœur pour aller dans le foie. Vraiment, c'est de la mauvaise plomberie. Donc tout ça, Darwin, il le cite, hein, tout ça. Hein, et en disant, en fait, dans le vivant, il y a des tas de choses inutiles qui servent à rien. Et pour lui, il dit, mais ça c'est extraordinaire, c'est le levier de l'évolution. Parce que si ça sert à rien, ça va plutôt prendre les fluctuations du monde et ça va être sélectionné tranquillement au cours de l'évolution. Donc en fait, ce que nous dit Darwin, c'est ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est ce qui est adaptable, pas ce qui est adapté. Adaptable, avec beaucoup de marge de manœuvre. Et donc là, vous voyez un exemple, en fait, quand on regarde l'évolution, en fait, on voit plein d'espèces qui se sont trop optimisées, et quand elles se sont trop optimisées, elles se sont trop spécialisées dans une niche, et bien en général, elles disparaissent. Alors que des espèces plutôt polyvalentes, celles-là, elles passent les millions d'années. En fait, c'est vraiment tout le contraire hein, de ce qu'on a plaqué sur l'écriture de Darwin. Quoi. Vraiment, encore une fois, je vous encourage à lire Darwin, ça se lit très bien d'ailleurs. Hein. C'est intéressant. Alors du coup, je vais quand même, au-delà de ces discours, je voudrais quand même vous démontrer cette histoire des êtres vivants qui ne sont pas performants. Qu'est-ce qu'ils font s'ils ne sont pas performants? Ça a déjà été mentionné, les êtres vivants, ils font de la robustesse. Alors, la robustesse, il faut que je le définisse, la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. Les êtres vivants, ils sont sélectionnés sur leur capacité à être robustes. Comment font-ils pour être robustes? Eh bien, ils construisent leur robustesse en allant contre la performance. Si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas performants et robustes, ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Alors, exemple, température corporelle. C'est mon exemple favori, ça. 37 degrés, pour nous, hein, les humains. Et puis, s'il y a un virus qui passe, il y a une bactérie, on va monter en température, hein, c'est la fièvre, 38, 39, 40 degrés. Alors moi, si j'isole les protéines et les enzymes de votre corps, je vais trouver un optimum d'activité à 40 degrés. Pas à 37 degrés, hein, à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, vous n'êtes pas au maximum de performance, et vous n'êtes même pas à l'optimum de performance. Vous êtes bien en dessous de l'optimum de performance. À 37 degrés, votre corps il fonctionne assez bien, quoi. Allez, 12 sur 20. Mais pas plus, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux messages. Si vous voulez, à 37 degrés, vous fonctionnez de façon sous-optimale, vous allez garder suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir augmenter les performances de votre réseau métabolique et notamment de votre système immunitaire pour le booster, pour augmenter ses performances, mais uniquement quand il y a un pathogène. Quand il n'y a pas de pathogène, vous avez un corps qui fonctionne pas très bien. Voilà. Par contre, à 40 degrés, là, vous êtes au top de la performance. Alors, c'est pas complètement intuitif, puisqu'on est en général un peu claqué quand on a 40 degrés. Par contre, votre système immunitaire, votre réseau métabolique, tout ça, ça marche très très bien, ça marche très fort.
Mais par contre, ça dure pas très longtemps, hein, 3 jours. Après, c'est mortel. Hein. Burn-out moléculaire. Et les protéines se dénaturent. Quoi. Donc du coup, on ne reste pas à 40 degrés trop longtemps. On revient assez rapidement à la vitesse de croisière 37 degrés. Ben ça, c'est de la robustesse. C'est-à-dire que les êtres vivants sont robustes parce qu'ils gèrent d'abord les fluctuations. Donc ils sont à 37 degrés pour pouvoir gérer les fluctuations. Mais ça ne veut pas dire qu'ils excluent la performance. Ils l'autorisent. Ils autorisent la performance sur dérogation. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Donc là, c'est un virus, un pathogène, ok. On laisse passer la performance. Mais on va s'épuiser quand même avec ça. Mais bon, voilà, au moins, on aura enlevé le pathogène. Alors je vais vous donner un autre exemple, c'est pour pratiquer un petit peu performance versus robustesse. Donc là, vous voyez par exemple, bon, j'ai fait des exemples caricaturaux, un petit manteau chauffant à la pour chien. Donc ça, c'est vraiment pour pas perdre une minute, quoi. Voilà, comme ça, on va consommer d'énergie, tout ça, on va faire ça. Donc ça, c'est quoi la version robuste? Évidemment, c'est tous les animaux, pas tous, mais il y a beaucoup d'animaux qui font de l'hibernation. Ça, c'est une solution robuste. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une grosse fluctuation, vous laissez passer la vague. C'est la stratégie de Gaston Lagaffe. C'est plutôt que de s'évertuer, quand ça fluctue, on laisse passer la vague et on se réveille quand elle est passée, quoi. Donc là, je vous prends l'exemple des animaux, mais c'est pareil pour les bactéries. Les bactéries qui résistent aux antibiotiques, elles résistent aux antibiotiques, c'est pas en sécrétant des toxines ou en faisant une course aux armements, elles dorment. Les bactéries résistent aux antibiotiques en dormant. C'est une stratégie sous-optimale. On baisse la performance pour pouvoir être robuste et faire face à une fluctuation. Donc en fait, alors, il y en a vraiment beaucoup des exemples comme ça. Là, je crois que c'est Bernard qui a cité l'exemple de la photosynthèse qui est à moins de 1%. Voilà. En fait, les êtres vivants ne sont pas performants et c'est ça qui leur permet d'être robustes. Alors, il y a plein de choses qu'on peut dire pour ça. En fait, là, on peut opposer des valeurs, quoi. Alors, je ne sais pas tout prendre, mais il y a des tas de valeurs, voilà, peut-être sobriété, redondance. En fait, quand nous, les êtres vivants, on veut être performants, même la sobriété peut rentrer dans la performance. Pourtant, la sobriété, c'est une valeur qui est assez partagée et qu'on a plutôt envie de mettre en avant. Mais la sobriété, si ça se limite à de l'efficience énergétique, notamment, il y aura des effets rebonds et au final, on ne va pas forcément consommer moins d'énergie. Ce que font les êtres vivants, eux, ils font de la redondance. Ça, c'est pas du tout performant de tout faire en doublon. Mais par contre, ça permet de gérer des fluctuations parce qu'on aura des redondances. Vous savez, en fait, nous on le fait, les êtres humains. Quand vous prenez l'avion, il y a 3 pilotes automatiques sur un avion. 3 pilotes automatiques avec 3 systèmes techniques différents. Quand on se pose la question des fluctuations et des turbulences, on développe des solutions robustes. Donc comment ça se fait que dans des niches particulières, on arrive à faire de la robustesse? C'est qu'en général, on fait de la performance. Il y a quand même une contradiction. Alors du coup, à mon avis, la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi ça marche, histoire d'aller contre la performance pour faire de la robustesse. Donc là, je peux vous le montrer juste avec un exemple. Vous voyez, par exemple ici, ça c'est une boucle, un réseau d'interaction où il y a une contradiction interne. Vous voyez que A induit C ou réprime C, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a une contradiction dans le système. Donc ça va faire que ce truc-là, ça va pas être très efficace parce qu'il y a une contradiction interne dans le système. Et quand vous faites ça, et ça on peut le démontrer sur l'analyse des réseaux biologiques, qu'est-ce que ça fait ça? Ça a un rôle d'amortisseur. Quand vous avez un frein interne dans un système comme ça, ça évite que le système s'emballe. Comme ça, il n'y a pas de spirale sans fin, il n'y a pas d'exponentielle. Ça s'arrête tout seul. Donc ça c'est un amortisseur. Si vous avez un amortisseur, en fait, vous avez une courbe comme ça induit de la robustesse. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes choqué par des fluctuations extérieures, vous avez un amortisseur interne qui est une inefficacité, et ça vous permet de passer la fluctuation. Et ça, c'est la clé pour être durable. Vous voyez, la durabilité, c'est toujours, les mots sont importants. La durabilité, ça ne veut rien dire. La durabilité, c'est juste qu'on veut durer, quoi. Mais on ne dit pas comment on le fait. Pour être durable, il faut faire de la robustesse. C'est la robustesse qui est la façon opérationnelle de durer. Il n'y en a pas d'autre. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste pour pouvoir durer. Bon. C'est la robustesse qui permet d'être durable. Comment on fait de la robustesse? En allant contre la performance, en allant contre l'efficacité et contre l'efficience. Et là, vous avez un peu une chaîne où on commence à voir ce qu'on peut mettre en premier, quoi. Voilà. Il y a une sorte de hiérarchie des actions. Donc en fait, mon message est tout simple ce soir. Je ne vais pas être trop long, mais c'est ça le message principal. Dans un monde fluctuant, on va devoir trouver un nouvel équilibre entre performance et robustesse. Aujourd'hui, nos sociétés sont dans une dérive sectaire de la performance.
je pèse mes mots, hein, c'est une dérive sectaire. On n'arrive plus à questionner l'efficacité, l'efficience, la performance, l'optimisation. Ce sont que des mots qui sont positifs. Et ben non, tous ces mots-là nous fragilisent. Tout ça, ça fragilise. Donc en fait, il va vraiment falloir aller, si on veut être sérieux par rapport au sujet, si on veut vraiment pas rester à la surface des choses, si vraiment l'enjeu c'est de résister, de survivre à un monde fluctuant, enfin de vivre, en fait, c'est pas survivre, c'est de vivre joyeusement dans un monde fluctuant, et ben il faut aller contre la performance pour augmenter sa robustesse. Alors ça pourrait être très utopique et très théorique comme ça. La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on a déjà basculé, mais on s'en est pas rendu compte. Ça fait à peu près 10-20 ans que ça s'est passé. Et en fait, quand vous regardez autour de vous, les actionnaires ils demandent de la performance financière, les clients ils veulent des objets pas chers et tout de suite, ça c'est de la performance. En politique, on veut de l'efficacité politique, donc ça c'est encore de la performance. On pourrait se dire oui, ben non, en fait on est vraiment toujours coincé dans le monde de la performance. Mais en fait, si vous regardez bien, aux marges, on commence à voir des projets qui sont orientés vers la robustesse. Et ça se développe très très vite. Et c'est normal parce que le monde devient de plus en plus fluctuant. Donc c'est très logique. Alors du coup, des exemples. On est en train de quitter le monde de l'agriculture intensive. Dans l'agriculture intensive, c'est de la performance parfaite. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'irrigation, des engrais, des pesticides pour éviter les fluctuations. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme ici, là, ça fait des sols qui sont morts, on désertifie. Ça fait des pollutions dans les nappes phréatiques, ça fait des suicides des paysans, donc ça c'est vraiment la performance contre-productive par excellence, quoi. Et donc la version robuste, c'est évidemment ce qu'on appelle l'agroécologie. Donc là, au contraire, la permaculture par exemple. La permaculture, on laisse le sol, on ne le laboure pas et on laisse le microbiome, tous les animaux et la microfaune du sol se développer pour redonner vie au sol et pour fournir tous les services du sol sans avoir besoin d'ajouter d'irrigation, d'engrais ou de pesticides, idéalement. Ça, c'est en train de se développer très très fort. Juste pour vous donner un exemple, alors là c'est de l'agroécologie un peu plus évoluée, permaculture, mais si je prends le niveau 1 de l'agroécologie, qui est juste de faire des mélanges variétaux. Donc quand vous avez un champ de blé, au lieu de semer la meilleure variété, qui serait la version performante, vous semez une vingtaine de variétés différentes de blé. Qu'est-ce qui se passe? Les pieds de blé sont différents, ils vont se parler les uns avec les autres, ils vont communiquer, ils vont s'échanger des signaux, des nutriments, et votre champ de blé il devient plus résistant à la sécheresse et plus résistant aux pathogènes. Uniquement parce que vous avez augmenté la biodiversité cultivée. Ça, c'est de l'agroécologie. En 2010, en France, c'était 5% des surfaces de blé qui étaient cultivées en mélange. Donc c'était très minoritaire. En 2020, vers Montpellier, c'est 40%. En 10 ans, ça a basculé. Et ça ne va pas s'arrêter. Les paysans, ils ne sont pas idiots. Il vaut bien que ça marche très bien et que c'est bien mieux adapté dans un monde qui devient fluctuant. Alors, un deuxième exemple, c'est l'histoire de la fast fashion. Par exemple, je prends des exemples, et il y en a plein d'autres. C'est juste, voilà, c'est une petite... vous pourrez en trouver plein d'autres. Mais la fast fashion, c'est l'exemple type du monde de la performance, quoi. On fait des vêtements rapides, de mauvaise qualité, avec des enfants esclaves. Enfin bon, c'est vraiment la totale, avec un flux, beaucoup de retours. Voilà. Donc du coup, ça je ne vais pas trop insister, avec évidemment beaucoup de pollution, etc. Donc ça c'est le tout jetable. Ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est le tout réparable, y compris pour les vêtements. C'est que c'est pas seulement la seconde main, mais c'est, vous voyez, là, ça c'est une photo que j'ai prise à Grenoble, dans un abribus. Donc oui, dans cet abribus, il y a une photo qui fait une pub pour un site qui éduque en fait la population à réparer ses vêtements. Le monde du tout réparable, ça c'est le monde de la robustesse. Alors pour plein de raisons, c'est parce que déjà ça devient en fait quelque chose qui est local, mais c'est aussi, moi ce qui m'intéresse plus, c'est le côté robustesse sociale, c'est-à-dire que les citoyens se prennent en main. Et aussi, c'est pas individuel, c'est souvent collectif, ça, parce qu'en fait on échange le savoir-faire, c'est à l'échelle d'un village, d'une ville, d'une région. Donc le tout réparable, ouvrez les yeux autour de vous, c'est en train d'exploser. Dans tous les secteurs, dans les produits de sport, dans l'électroménager, Michelin qui vend des kilomètres de pneus, le tout réparable, ça devient, en gros, on est en train de basculer de l'économie propriétaire à l'économie de la fonctionnalité. C'est beaucoup plus robuste, l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage, l'économie de l'usage. C'est la réponse opérationnelle au défaut de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est tout jetable. Donc ça, c'est le monde de la performance. C'est pas en faisant des lois contre l'obsolescence programmée qu'on va vraiment changer les choses. C'est en faisant du tout réparable.
quand on fait du tout réparable, quand on est en économie de la fonctionnalité, il n'y a plus aucun intérêt à vendre des objets qui cassent, puisqu'il faut les réparer. Donc c'est comme ça qu'on répond. Alors du coup, est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse se décliner dans les entreprises, dans les organisations, dont le but initial était de faire de la performance, hein, quand même, hein, même dans la loi, hein, les entreprises doivent être bénéficiaires. Donc du coup, comment on fait ça, quoi? Comme on l'a dit juste avant, c'est possible tout à fait, c'est juste une question de choix, encore une fois. Hein. Une entreprise qui bascule de la performance à la robustesse, c'est un choix, mais par contre, ça demande une inversion d'un certain nombre de paradigmes. Alors là, je vous ai juste mis quelques exemples. C'est pas complet, hein, c'est juste pour illustrer rapidement. Mais donc, face à l'urgence, la première réaction qu'on a en général, c'est une réaction de performance et d'accélérer. Quand ça urge, on accélère. Ça, c'est vraiment la dernière chose à faire, parce que s'il y a urgence, ça veut dire qu'il y a des tensions, et si on accélère, les tensions vont empirer. Donc il ne faut surtout pas faire ça dans le monde de la robustesse. Au lieu de passer beaucoup de temps sur les réponses et d'aller d'être le hamster dans sa roue qui court comme ça sans fin, on passe beaucoup plus de temps sur les questions. On questionne les questions. C'est la phrase d'Einstein. Hein. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes sur la question et 5 minutes sur la réponse. On fait passer un test de robustesse à ces questions. Le cas général, hein, c'est qu'on apporte la meilleure réponse à la mauvaise question. Notre cerveau fait des raccourcis. Hein, et donc en général, on apporte la meilleure réponse à la mauvaise question. Donc il faut vraiment passer plus de temps sur les questions pour être sûr que la question qu'on se pose, c'est la bonne. Quoi. Les tensions économiques, voilà, diversification, banque touche, du stock. Vous voyez, c'est tout le contraire du catéchisme qu'on nous a appris sur le flux tendu, sur le zéro stock et tout ça. Tout ça, c'est le monde ringard de la performance. Si vous voulez, je vais vous le dire différemment. Le monde de la performance, il fait une hypothèse cachée. Il fait l'hypothèse que le monde est stable et abondant en ressources. Dans un monde stable et abondant en ressources, c'est très bien de faire de la performance. Hein. C'est ce que font les parasites, hein, au passage. Dans un monde qui est instable et où les pénuries de ressources sont chroniques et vont devenir de plus en plus chroniques, il ne faut surtout pas faire de performance. Il faut faire de la robustesse. Et donc, du coup, il faut tout inverser. Donc, il faut faire des stocks, il ne faut surtout pas faire du flux tendu, diversifier, il ne faut pas se spécialiser, voilà. Donc, besoin d'expertise, voilà. Un autre, je ne vais pas faire tout lister, mais c'est juste pour vous donner peut-être un dernier exemple. Parfois, je suis une entreprise, j'ai un nouveau besoin, j'ai un besoin d'une compétence. La tentation performante, c'est de recruter une star dans le domaine. Si je recrute une star, alors il y a déjà des chances que ce soit une diva, et donc ça va être toxique pour le collectif. Et en plus, vu que c'est une star, probablement il ou elle va se faire débaucher dans 2 mois. Quoi. Donc on n'aura vraiment rien gagné. Donc en fait, la version robuste, c'est de former 5 collaborateurs, et à 5, ça va commencer à ressembler à une star. Quoi. Et là, vous avez quelque chose de robuste. À la fois parce que les collaborateurs apprennent d'autres compétences, ils deviennent polyvalents, c'est aussi une forme de reconnaissance. Et puis s'il y en a un des 5 qui est malade, vous avez toujours 80% d'une star. Voilà, ça c'est robuste. C'est presque basique de dire comme ça, mais voilà. Alors du coup, il y a autre chose, parce que je sais que parmi vous, il y a des futurs ou des actuels décideurs, des leaders. Ça change complètement la posture du décideur. Quand on bascule de la performance à la robustesse, on n'est plus du tout le même leader, on n'est plus du tout le même décideur. Dans le monde de la performance, le décideur est un meneur qui est coincé dans le pouvoir. Ça, c'est le monde de la performance. Donc vous voyez ce que c'est, hein, un meneur dans le pouvoir, donc dans le contrôle, dans la prédation, quelque part. Dans le monde de la robustesse, il y a toujours des décideurs, mais les décideurs, ce sont des facilitateurs au service de la puissance. Et donc j'oppose bien pouvoir et puissance, comme vous le voyez là. Hein. Le pouvoir, c'est le mot de la performance. La puissance, c'est le mot de la robustesse. Ce sont 2 valeurs qui s'opposent. Hein. Le pouvoir rend impuissant. Quand on a le pouvoir, on ne laisse rien émerger. Quand on est puissant, ça émerge. On a désinhibé son collectif, et du coup, il y a plein d'initiatives qui émergent, qui se déploient. Ça, c'est très puissant. C'est très puissant. Ça, c'est le monde de la robustesse. C'est la richesse des interactions qui porte ses fruits. Quoi. Alors, vous voyez, ça inverse pas mal de choses, hein, quand même, hein, le monde de la robustesse, mais à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant. Hein. C'est ce que je dis beaucoup aux jeunes, hein, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Hein. Le monde de la performance, c'est le monde du burn-out des humains et des écosystèmes. On est en train de quitter ce monde-là
Le monde de la performance, c'est aussi le monde de la pauvreté de l'interaction, où on canalise tout, c'est très étroit. Le monde de la robustesse, c'est le monde de la richesse des interactions, qui se déploie, qui émerge, donc c'est le monde de la puissance. Alors juste pour finir l'inversion, sur cette pyramide, en fait quand on fait des projets actuellement, avec ce dogme de la performance, cette emprise de la performance, c'est souvent ça qu'on a en tête. La première chose qu'on a en tête quand on commence à construire un projet, c'est la viabilité économique. Il faut que le projet soit viable économiquement. C'est la fondation du projet. Viabilité économique. Si c'est viable économiquement, alors du coup, on va pouvoir faire du lien social. Et s'il y a du lien social, dans le temps qui nous reste, on pourra s'occuper de l'environnement. Voilà, on est encore un peu là-dedans. Ça, c'est extrêmement fragile parce que la fondation économique, elle est sur rien. Ça marche que, encore une fois, si le monde est stable et abondant en ressources. Ça, c'est une pyramide qui marche quand il y a du pétrole pas cher, pour vous le dire simplement. Donc du coup, dans un monde de la robustesse, on inverse. Quand on fait un projet, la première chose qu'il faut se poser, la première question qu'il faut se poser, c'est en quoi mon projet prend soin des milieux naturels. C'est la base de toutes les civilisations. Toutes les civilisations sont basées sur le soin des milieux naturels. Donc si vous prenez soin des milieux naturels, ça va créer du lien social. Et ce sera du lien social qui sera très fort, parce que là, il est ancré dans le territoire. Et si vous avez du lien social, ça va créer des modèles économiques. Et là, vous voyez, on a inversé la place de l'économie. C'est que dans le monde de la performance, l'économie, c'est la contrainte d'entrée. Dans le monde de la robustesse, l'économie, c'est le produit de sortie. Et là, l'économie est à la bonne place. L'économie, il faut que l'économie soit dans le social, et pas l'inverse. C'est assez logique finalement. C'est qu'en fait, l'économie, ce n'est que le produit de sortie. Ça ne doit pas être la contrainte d'entrée. Et ça, évidemment que c'est robuste, parce que là, c'est ancré dans le territoire, ça n'a pas d'impact sur l'environnement, c'est assez logique. Alors, je vais terminer. Parce que vous avez peut-être remarqué, je pense qu'il faut... Il y a une phrase de Baptiste Morisot, qui travaille beaucoup sur la question du vivant, etc., et qui dit que souvent, en écologie ou sur la question socio-écologique, le problème, c'est que la ligne de front est mal définie. Et je suis d'accord avec lui d'ailleurs. La ligne de front est assez mal définie, c'est assez flou en fait. Il y a tout un champ de solutions. En fait, on a plein de solutions et il y en a plein qui sont contre-productives. Donc ça, c'est un peu le bazar. En fait, il y a deux choses. La robustesse, ça permet de faire un tri sur les solutions. C'est pour ça que c'est une méthode. Il faut commencer par la robustesse, ça permet de trier parmi les différentes solutions. Mais surtout, quand on pense robustesse, on est obligé de préciser la définition des mots. Il faut être clair sur la sémantique. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment définir une bonne ligne de front sur la question socio-écologique. Alors allons-y. Donc dans le monde de la performance, des mots qui vont bien, c'est les mots de efficience, de compétitivité et d'optimisation. Ça, c'est le monde flamboyant de la performance. Alors du coup, vu qu'on voit que les instabilités augmentent, les méga-inondations, les méga-feux, la crise géopolitique, crise sociale, etc., on se dit, on ne peut pas rester là-dessus parce que c'est quand même beaucoup trop fragile, ça. Et du coup, on voit apparaître d'autres mots, sobriété, collaboration, adaptation, résilience. Et là, on se dit, c'est bon, on a répondu à la question, on a évolué, on a changé, et c'est bon, ça y est, on est adapté à ce monde instable. Alors, non, en fait, là, on est au milieu du game, et c'est presque du blue washing, si vous voulez. C'est qu'en fait, quand on fait de la sobriété, la sobriété, on est tous d'accord, comme je disais tout à l'heure, on est tous d'accord qu'au final, il va falloir être sobre. On a tellement impacté notre habitat qu'il va falloir réduire nos impacts. Donc, il y a une forme de sobriété qui est attendue. Donc, on est d'accord sur l'objectif. Mais la sobriété, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Eh bien non, ce n'est pas une bonne stratégie. C'est-à-dire que si vous mettez la sobriété en premier, vous demandez aux gens de réduire. Ça ne répond pas à une pulsion humaine profonde. Il n'y a pas grand monde qui veut réduire. Donc en fait, on va le faire, mais sans le faire, quoi. Et puis si on le fait vraiment, si la sobriété se limite à de l'efficience énergétique, comme je disais, eh ben ça va générer des tas d'effets rebonds, et au final, on ne va pas réduire la consommation de ressources. L'exemple typique, c'est les avions, par exemple. Les avions, on a fait énormément de progrès sur l'énergie, ils sont beaucoup moins énergivores, les avions consomment beaucoup moins de kérosène. Mais du coup, les vols sont devenus moins chers, et du coup, on a multiplié les vols, on a créé toute une économie de l'hyper-aviation, quoi.
Et donc aujourd'hui, évidemment, le milieu d'aviation consomme beaucoup plus d'énergie qu'à l'époque où les avions consommaient avec du kérosène, consommaient beaucoup trop de kérosène. Donc la sobriété, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est d'accord sur l'objectif final, mais c'est pas opérationnel. Et c'est pire que tout parce qu'en fait, on a l'impression de faire une bonne chose, alors qu'en fait, on est en train de continuer à épuiser les ressources, quoi. Collaboration. Alors la collaboration, c'est mieux que la compétitivité. Mais la collaboration, c'est quoi? La collaboration, c'est quand on suppose que l'addition de succès individuels va faire un succès collectif. Donc chacun avance sur son projet, et on espère avoir chacun un succès, on additionne les succès, et ça fait un succès collectif. C'est le gagnant-gagnant. Hein. Le gagnant-gagnant, il y a toujours quelqu'un qui perd. Et ce quelqu'un qui perd, ce sont les écosystèmes et les plus défavorisés. C'est ça qui se passe en général. Donc du coup, la collaboration, finalement, c'est une forme de compétition qui ne dit pas son nom. Donc ça ne marche pas non plus, ça. Adaptation, alors adaptation, on pourrait dire que c'est mieux qu'optimisation, parce qu'optimisation, là, vraiment, c'est très étroit, mais adaptation, en fait, quand on dit qu'on va s'adapter dans un monde fluctuant, bah, ça ne marche pas du tout, ça. Parce que quand on dit qu'on va s'adapter, ça veut dire en fait, c'est très arrogant, ça veut dire qu'on dit qu'on sait ce qui va se passer. Alors, dans un monde fluctuant, notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, dans un monde fluctuant, il ne faut pas s'adapter. L'adaptation, finalement, ça reste de l'optimisation. Et donc là, et la résilience, vous allez me dire, voilà, j'y vais, il n'y a vraiment rien qui me convient. Mais oui, non, la résilience non plus, ça ne marche pas, parce que la résilience, c'est, surtout en psychologie, hein, c'est on tombe et on se relève. Bon, ça, c'est dans des cadres très particuliers, ça se justifie complètement. Le problème, c'est quand on le généralise. Quand on généralise la résilience, quand on en fait un modèle socio-économique, on incite tout le monde à tomber pour qu'il se relève. Après Fukushima, au Japon, hein, c'est dans le bouquin de Thierry Ribaud, Contre la résilience. Donc, après Fukushima, la politique nationale de résilience au Japon, c'était pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Vous voyez, ça peut vous donner la résilience, quoi, hein. Donc la résilience, hein, ça fatalise le désastre et ça délégitime les résistants. Donc ça ne marche pas. Enfin, je vais le dire frontalement. Donc du coup, il faut aller un cran plus loin. Alors un cran plus loin, c'est quoi? Eh bien c'est ça. Circularité, coopération, adaptabilité. Ça, ce sont les trois principes du vivant. Alors, en deux mots, hein. Circularité par rapport à la sobriété. La circularité, c'est se placer dans les conditions où le gâchis n'est pas un problème, parce que tout est régénéré. C'est ce que font les êtres vivants, hein. Les êtres vivants gâchent énormément, mais tout est régénéré, donc il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est pas du tout de la sobriété, hein. On fait de la circularité, et quand on fait de la circularité, on fait de la sobriété fonctionnelle, pas matérielle, c'est-à-dire qu'on crée de la sobriété. La sobriété émerge de la circularité. Et quand on pense circularité, et ça va créer de la sobriété, sans qu'on s'en rende compte. C'est ça qui est fort. Coopération versus collaboration. Coopération, ben, ça veut dire qu'on met l'objectif commun avant les objectifs individuels. Et ben, ça, là, c'est bon. Là, ça veut dire qu'on va parfois devoir se tirer une balle dans le pied, individuellement, pour le succès du collectif. Ça, c'est la coopération. Les êtres vivants, c'est ce qu'ils font, hein. Les cellules de votre corps, actuellement, elles sont en train de coopérer. Elles ne sont pas en train de collaborer, heureusement. Coopération. Adaptabilité, eh ben, c'est la même chose. Adaptabilité, en fait, c'est l'inverse de l'adaptation. C'est des mots qui se ressemblent, hein. Mais adaptabilité, quand on est adaptable, ça veut dire qu'on a diversifié et qu'on est tout le temps en mesure de faire des nouvelles choses, quoi, d'expérimenter, de chercher de nouvelles voies, etc. L'adaptabilité, c'est le contraire de l'adaptation. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, du coup, on diversifie, on essaie des tas de choses à l'instant T pour être en capacité de s'adapter en temps utile. Et donc, tout ça, ça construit la robustesse. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Alors, je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps pour des questions. Il y a des bouquins, si vous voulez creuser, mais vous avez déjà vu l'antidote pour la conquête de la performance. Donc ça, c'est un texte, vous avez 60 pages, très court. C'est un texte d'intervention, je l'ai écrit vraiment comme ça. C'est un texte partageable, facile enfin, qui est percutant et qui est facile à partager. Si vous voulez creuser l'affaire un peu plus en profondeur, il y a la troisième loi du vivant. Là, il y a 300 pages, 500 références, donc c'est plus détaillé. Et puis, notre manifeste pour une santé commune, qui décrit ce que je vous disais sur l'invention de la pyramide. C'est qu'en fait, faire de l'économie le produit de sortie, ben, la santé commune, en fait, ça veut dire que c'est la première chose à se poser quand on construit des projets, c'est santé humaine, santé sociale, santé des milieux naturels. Et là, on adresse pas mal de choses. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps pour des questions. Merci.